Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire Culture, l'autre regard. Ce soir, nous allons parler d'une dimension de la société de la sociologie. Laquelle sociologie nous apprend que les formations sociales et économiques évoluent plus vite que les rapports sociaux qui naissent sur cette base. Raison pour laquelle des sociétés déjà matériellement ancrées dans la modernité peuvent encore produire des comportements qui nous paraissent archaïques. Et cet archaïsme, souvent, ou trop souvent, si peu que ce soit, produisent des névroses. Cette forme d'oppression sociale produit parfois des catastrophes sur le plan individuel. On va voir à quel degré cela peut arriver et on va le voir à travers le travail esthétique de deux talentueuses romancières. Sans plus tarder, j'ai le plaisir tout d'abord de vous présenter Madame Rabia Douibi. Madame Douibi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, Madame Douibi. C'est un plaisir pour moi. Tout le plaisir est pour nous. Donc, Madame, vous êtes titulaire d'une maîtrise en didactique, vous êtes pédagogue, vous avez longtemps exercé dans la fonction publique et vous êtes par ailleurs romancière, auteur de plusieurs ouvrages, et notamment de votre tout dernier né, Journal d'une jeune schizophrène, paru début 2021 aux éditions ANEP. Merci encore, Madame Douibi. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Et comme d'habitude, mes chers compatriotes, pour apporter un autre regard sur cette dimension de la sociologie que nous allons explorer ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Mariam Boussalem. Madame Boussalem, bonsoir. Bonsoir à vous. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame Boussalem, vous êtes titulaire d'un master en littérature anglaise, Oui. mais c'est en français que vous avez écrit votre premier roman qui s'intitule « Mon amour décide de sourire ». Ouais. Voilà. Merci encore, Madame Boussalem, d'être parmi nous. Merci beaucoup. Pour commencer, je me tourne vers vous, Madame Douibi. Journal d'une jeune schizophrène. D'emblée, on s'attendrait au journal un journal intime d'une schizophrène, mais on est tout de suite surpris puisque de prime abord, la première personne qui parle dans ce journal-là, c'est la maman de Dounia, Assia. C'est-à-dire, en fait, vous parlez d'une jeune schizophrène, Dounia, qui a fini par se suicider. Mais d'emblée, c'est Assia, entre guillemets, sa maman, qui ouvre le bal et qui nous offre un peu son point de vue du drame qui est arrivé. Ensuite, on s'attend à ce que Dounia prenne la parole, mais c'est son père qui va s'exprimer. Ce sera ensuite son thérapeute pour que finalement on suive ce fameux journal d'une jeune schizophrène. J'étais moi-même surpris par cette approche originale. Pouvez-vous nous en dire plus ? Écoutez, comme vous le dites si bien dans votre émission, on est dans le regard. On est dans le regard extérieur par rapport à une jeune fille malade, schizophrène, qui va se suicider. Et on va, en quelque sorte, avoir les mea culpa des personnes les plus proches d'elle, c'est-à-dire son père, sa mère d'abord, son père et enfin la psy qui la suivait. Donc voilà, c'est une en quelque sorte rétrospective ou une parole sur la parole, c'est-à-dire que sur l'écrit de cette jeune diariste schizophrène, nous allons, à partir de ces écrits, donc nous allons avoir l'avis de la maman et le regard sur ce suicide et en même temps, voilà, et en même temps une manière de se déculpabiliser. Et en se déculpabilisant de se raconter soi-même aussi. Voilà, donc chacun voit la mort de la jeune fille d'une certaine manière, par rapport des trois protagonistes bien sûr, en dehors de ses confessions intimes. Voilà. Il y avait chez vous d'une part cette dimension un peu durkheimienne, si je puis dire, à savoir que le suicide, qui paraît un phénomène éminemment individuel, est finalement toujours un phénomène social, il est déterminé par des conditions sociales, c'est ce que vous rendez magnifiquement dans ce roman, et aussi le fait, comme vous le dites, plus on multiplie les regards sur un objet et plus on s'approche de la vérité. Et en multipliant ces regards, Madame Douibi, à travers le regard d'Assia, on commence à découvrir le bain social de Dounia et qu'est-ce qui a pu l'amener au suicide. Donc, c'est la fille d'un papa à poigne, autoritaire,
Très conservateur. Très conservateur, et c'est d'ailleurs le chef d'un parti conservateur, tendance frères musulmans, voilà, frères musulmans light. Je ne sais pas si vraiment ça existe, mais il paraît que c'est à la mode. Moderniste. Voilà, avec d'immenses guillemets. Et donc conservateur, et lui-même, quand vous le faites parler, il a cette phrase d'ailleurs magnifique, je suis dur car j'ai été élevé à la dure. Et vous restituez un peu le fait qu'on ne sort pas de ce qu'on a reçu. Exactement. Et pour lui, l'éducation passe forcément par la méthode hard, comme il l'a vécu lui-même. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas alors qu'une société est censée évoluer, que quand même par rapport peut-être à ses parents, lui a fait l'université en Angleterre, c'est un universitaire et tout. C'est d'ailleurs là qu'il se fait embrigader et qu'il passe de la piété au militantisme. Voilà, tout à fait. Mais ça l'empêche pas de réprimer à fond ses enfants et leur faire vivre, les faire vivre sous une dictature en quelque sorte, despotisme total au sein de son foyer. Et il lit, parce qu'il a le journal en fait, ce qui amène justement ces commentaires de différents protagonistes, c'est qu'ils ont le journal de la suicidée sous la main, et donc chacun réagit à sa manière. Et lui, lorsqu'il lit le portrait au vitriol que dresse de lui sa fille, et les accusations d'hypocrisie qu'elle lui adresse, il se justifie. Là, j'ai trouvé ça encore très frappant. Il dit, certes, je suis haut placé, je suis chef d'un parti, j'ai mes réseaux, mais je n'en ai jamais profité pour sombrer dans la corruption. À peine ai-je utilisé ces réseaux pour faciliter l'administration, etc., à ma famille, en échange de quelque part de bénéfices. Et pour lui, ce n'est pas de la corruption. Exactement. Donc, lui, c'est en quelque sorte le passe-droit, celui qui va permettre au projet de la famille de passer, qui va aider en quelque sorte ses frères à faire passer leur projet et bénéficier de conditions quand même de certains privilèges, disons-le. Voilà. Mais par rapport à sa fille, justement, quand il découvre le portrait au vitriol qu'elle fait de lui, il ne peut s'empêcher de parler de Dounia enfant. Mais ce qu'il ignore, c'est que tant que la fille est enfant, elle ne subit pas encore de frustration. C'est à partir de la frustration que les conflits peuvent commencer et la rébellion d'une fille, si elle a assez de courage, se fait à partir d'un certain âge. Mais l'enfance d'une fille est toujours heureuse, en quelque sorte. Absolument. Et vous montrez justement comment il est bloqué dans des vieilles structures tribales, y compris dans son rapport à son travail, puisque pour lui, c'est tout à fait naturel de ce renvoi d'ascenseur-là, entre membres d'une même famille. Et en contrepartie, il y a celle que Dounia appelle maman douce, qui, elle, incarne un petit peu la maman effacée, qui arrondit les angles, qui essaye de faire tampon. Et il y a aussi la parole de la thérapeute, voilà, et qui, elle, à travers son témoignage, vous restituez non seulement son rapport justement à la maladie, mais aussi son rapport à la décennie noire, par exemple. Tout à fait. C'est pour vous profitez un petit peu entre guillemets de cet ouvrage pour faire pour restituer véritablement tout un pan de notre histoire contemporaine. Exactement, et puis un état des lieux aussi, passe par la parole de chaque personnage, donc du roman. Mais disons, de façon détournée, je fais découvrir le journal intime, parce que quand même le journal intime, c'est des confessions personnelles et normalement secrètes, c'est-à-dire que c'est un rapport entre l'écrit et la personne qui en est en quelque dépositaire. Mais après son suicide, le fait que la femme de ménage le trouve dans la housse du drap, la maman le lit, après le papa le découvre fortuitement aussi dans la cuisine et il ne peut pas s'empêcher de lire ses confessions.
Et par la suite, les deux jugent nécessaire que la psy se prononce, qui a vécu le drame, qui a vécu la maladie de Dounia, qui a vécu le drame de sa mort, de son suicide, devrait quand même apporter une certaine explication scientifique, parce que les deux quand même ne sont pas bêtes. Le père est intellectuel, en quelque sorte, il a fait des études supérieures et tout. Ah oui, la mère aussi, donc de post-graduation et tout. Donc ils sont à la quête, en quelque sorte, d'un rapport de la psy qui pourrait, en quelque sorte, apporter une certaine paix morale à ces personnes qui se sentent persécutées par le remords. Oui, d'ailleurs, Voilà. le père fait de la psy le bouc émissaire un peu de sa culpabilité. On va voir, on va développer un petit peu tout cela, notamment autour de la figure de Dounia, la rebelle. Mais nous avons aussi, dans les deux romans dont nous allons parler, une autre rebelle, à savoir Fedwa. Voilà. Donc je me tourne vers vous, Madame Boussalem. Mon amour décide de sourire. Il y a beaucoup de sanglots entre cette décision-là. On va voir pourquoi. Donc, votre personnage principal, Fedwa, elle aussi est une jeune femme à fort caractère et qui refuse non pas la poigne de son père, qui est au contraire son allié dans la famille, mais celle de sa mère. Voilà. C'est contrairement au père de Dounia. Voilà. Je vous prêterai le livre après, pas de problème. D'accord, merci. C'est la mère qui sa méthode à elle qui est un peu hard. Voilà, c'est son père. Il n'est pas son allié, mais il est moins. Oui, c'est vrai que vous l'appelez la Suisse dans le roman. Voilà, la Suisse. La Suisse, mais voilà, qui est légèrement quand même, qui est présent dans les moments durs. Voilà. Exactement. Il est neutre, mais qu'il aime un peu plus que sa maman. Mais comme j'avais déjà mentionné dans le roman, il l'aime tous, mais chacun sa manière. Certes. Chacun sa manière, qui parfois elle est cruelle pour elle. Oui, puisque le père a au moins cette maturité de respecter les choix de sa fille. Exactement. Alors que par exemple, sa maman veut lui imposer le mariage. Le mariage déjà, le plus vite possible. Exactement. Voilà, le fameux cliché de la bombe à retardement. Exactement. Maintenant qu'elle a terminé ses études, mais bien avant. Voilà, elle est arrivée à un certain âge où elle doit se marier. Oui, selon certaines normes. Voilà. Et pire que ça encore, enfin pire que ça, en tout cas plus étonnant que ça encore, c'est qu'elle fait pression sur elle pour lâcher ses études qui ne servent à rien. Et s'enrôler auprès de Katia. Bon, voilà. Et se lancer dans la coiffure. Voilà. Parce que pour elle, si elle ne veut pas se marier, il faut qu'elle trouve un travail lucratif. Voilà. Il faut faire rentrer des sous. Ben oui. Voilà. Et ce qui n'est pas du tout du goût de Fedwa. Elle n'est pas intéressée, voilà. Ni au mariage, pas n'importe comment de toute manière, et ni au travail qui n'est pas dans ses orientations. Absolument. Voilà. Elle tient absolument à finir ses études et faire... En psychologie. Voilà, justement, en psychologie, oui. En psychologie. Et ce qui fait que durant son cursus, elle va rencontrer le fameux Aïssam. Aïssam. Voilà. Et Aïssam aussi qui l'aime, mais à sa manière aussi. Oui, certes, un petit peu, on va dire, despotique. On va voir comment... Voilà, on va voir comment au fur et à mesure. Et la relation évolue très rapidement entre les deux. C'est un petit peu le coup de foudre. Exactement, oui. Voilà. Mais là encore, il va y avoir la structure familiale qui va s'interposer entre les deux tourtereaux. Voilà. Maintenant, c'est... bon, la maman, elle ne l'aime pas du tout. Oui. C'est le clochard. Pas encore, déjà à ce moment-là, ce n'est pas encore un clochard. Mais il y a déjà la maman préférait que, entre guillemets, Zétina Fitrerna, c'est-à-dire elle préférait que ce soit Chawri, le cousin. Exactement, Chawri, le cousin. Oui. Voilà, du côté maternel. Voilà, exactement. Le fils de Ratiba. Voilà, mais pour Salwa, plutôt Fedwa, c'est un frère, tout comme Aziz. Voilà. Donc, voilà. C'est le coup de foudre, c'était le coup de foudre avec Aïssam. Pour elle, Chawri, c'est comme un plan qu'elle refuse de suivre. De suivre, tout simplement, voilà. Alors que Chawri, lui, ne demande pas mieux. Voilà, exactement. Et autre point commun entre Dounia et Fedwa, c'est que Fedwa, elle aussi, souffre un petit peu d'être, en quelque sorte... délaissée de sa maman, peut-être. Oui, délaissée par sa maman au profit du mal de la maison, c'est-à-dire de Aziz, voilà, du petit frère. Le gâté. Voilà. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est récurrent ce genre de
privilèges accordés aux futurs héritiers, entre guillemets. Exactement, voilà. C'est Fadwa qui en souffre, mais du côté de la maman. Toujours. Toujours de la maman, voilà. Oui. Le père, il est pour rien. Voilà, et, Le père, il y est. sauf peut-être par une neutralité excessive. Voilà. Exactement. Et donc, la relation va évoluer et Essam va demander la main de Fadwa. La main de Fadwa. En bonne et due forme, tout va bien. Exactement. Sauf que le papa, il refuse, mais pas parce que ses raisons ne ressemblent pas aux raisons de la maman. Voilà, de son épouse, mais il doit quand même assurer l'avenir de sa fille. Et donc, d'abord, voilà, Essam, il doit d'abord obéir à la loi de la Suisse et passer son service militaire. Oui, il dit, puisque tu dois passer ton service militaire, Voilà. donc pas de fiançailles jusqu'à ce que Exactement. tu sois dégagé de cette obligation. Exactement. Et la raison, c'est que sa sœur, Zahida, La sœur du papa. voilà, la sœur du papa voilà, j'ai mentionné qu'elle était morte en 2007. En 2007. Elle était enceinte et voilà, son mari, on lui a emmené à l'armée sans lui prévenir. Donc voilà, elle était morte sans savoir il était où. Et donc, le ça papa l'a un petit peu traumatisé. Voilà, le papa est, en quelque sorte, il est traumatisé. Donc, il a refusé de revoir ce scénario se reproduire avec sa sœur. Avec sa et fille. c'était sa condition, sa seule condition Et d'ailleurs. donc, ils vont se retrouver face à l'épreuve Exactement. de La l'éloignement, distance. de la distance, de la jalousie. Et puisque la Exactement. Et le doute. Voilà, la jalousie, le doute. Et on va voir un petit peu toutes ces péripéties. Mais avant cela, puisqu'on en arrive un petit peu aux dimensions dramatiques, je me tourne vers vous, Madame Douibé. Dounia, elle aussi, exècre, en tout cas ne porte pas forcément dans son cœur son petit frère, notamment à cause des privilèges indus qu'il reçoit en comparaison de Dounia, qui elle est une brillante étudiante, limite surdouée. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle est un petit peu inadaptée dans son milieu scolaire et estudiantin. Et, mais peut-être que la plus grande raison de son aversion pour la gente masculine en général, c'est le drame qu'elle a subi à 12 ans. Voilà, donc Dounia, Dounia a été en quelque sorte violée, mais le viol pour elle signifie en quelque sorte la mort en soi. C'est-à-dire qu'après ça, Dounia n'a que du mépris et de la peur vis-à-vis des hommes. Et c'est cette peur des hommes, ça se répercute sur même son milieu familial, c'est-à-dire elle déteste le père qui est tyrannique, elle déteste son cousin violeur qui vit sous le même toit parce qu'elle n'a jamais parlé à sa famille de son viol, voilà. Donc elle sait que c'est peut-être une alternative, elle n'en est pas sûre, mais elle préfère éviter d'en parler pour en quelque sorte éviter les histoires. Et donc elle va développer une peur et elle va y remédier par la pratique de sport de combat pour pouvoir elle sculpte son corps. En quelque sorte, elle se sent déconstruite de l'intérieur et de l'extérieur et la manière de penser ses plaies, c'est développer une forme physique qui lui permet de se défendre et même d'aller au secours d'autres filles qui vont être violentées embêtées par des garçons, quoi. Voilà, donc c'est un drame qui va en quelque sorte être la première marche de sa vie néfaste. Je crois que c'est ça même qui va en quelque sorte engendrer sa maladie. Oui, de là commencent ces véritables problèmes. Le viol en Algérie est un problème aussi tabou, alors qu'il est vécu dans des familles qui n'en parlent pas. On ignore, les viols, comme les infanticides, comme les féminicides, etc., sont vécus au quotidien, mais ne sont pas dévoilés. Et en parler dans cette fiction, c'est une manière aussi de dénoncer ce fait et d'essayer de provoquer une réaction par cela, par en quelque sorte des lois, qui permettent quand même la protection des filles et des femmes, même des petits garçons. Oui, voilà donc.
ce qui fait qu'elle va avoir, elle va être hantée par ce désir, comme vous avez dit, de se reconstruire et donc de s'extraire un peu des déterminations qui l'ont amenée là où elle est. Et donc, d'une part, elle veut se fuir entre guillemets en tant que femme, par l'activité physique, etc., même si l'un n'empêche pas l'autre. Et d'autre part, elle cherche aussi à fuir son extraction sociale, puisqu'elle souffre d'être une fille non seulement de bourgeois, mais encore la fille de son père, hein, puisque là où elle va, son nom fait tout de suite tilt. Exactement, et ça la dérange, parce que, en quelque sorte, comme elle est une puriste et une perfectionniste, elle veut se réaliser d'elle-même et par elle-même. Elle ne veut pas, en quelque sorte, profiter de tous les avantages que peut lui procurer son nom par rapport à son père qui est au commis de l'État, etc. Donc, sa condition, en quelque sorte, sociale, est plus pour elle, est vécue par elle plus comme un handicap qu'autre chose. Certes. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle va, dans sa rébellion, chercher à être autonome. Pour elle, la liberté passe par le travail, par sa prise en charge totale. Oui, donc elle va même faire des ménages en tant que fille de ponte, elle va même faire des ménages pour pouvoir subvenir à ses besoins et donc refuser l'argent que lui donnent ses parents. Voilà. Et elle va constamment osciller justement entre ce volontarisme et dans le fait de se prendre en main, de prendre à bras le corps le réel, et une sorte de nihilisme. Alors, elle oscille entre Sartre et le transfuse de classe, justement. Ouais, elle va chercher à, entre guillemets, trahir sa classe pour rejoindre l'autre camp. Exactement. Et Nietzsche. Voilà. Là, quand même, et c'est ses auteurs préférés, elle en parle. Même si c'est un petit peu contradictoire, hein, puisque Nietzsche... elle prend ce qu'il arrange dans la philosophie. Oui. Voilà. Donc, le côté remise en cause radicale des valeurs, même si pour Nietzsche, c'est pas très radical, mais c'est une autre paire de manches. Mais voilà, elle prend de chacun ce qui lui permet un petit peu d'affronter... Voilà, et puis d'étoffer sa personnalité. Oui. Parce que vraiment, elle a... Dounia est une personne exceptionnelle. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend et en plus de ça, elle est en quête de citoyenneté qu'elle veut en quelque sorte que les autres confirment. Oui. Elle est en recherche de reconnaissance. Voilà, de reconnaissance dans le sens de citoyenneté. Oui. Voilà, elle fait le hirak, elle est journaliste, oui, elle est journaliste aussi dans un quotidien. Elle fait un tas de choses qui lui et cela en fracassant les portes. C'est-à-dire que elle y va et elle fait tout pour réussir quelque chose. Et quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. Tout ça parce que justement, tous ces handicaps intramuraux, enfin, son viol du cousin, son père despote, sa mère effacée qui n'est pas affectueuse avec ses enfants. Certes, il y a un vide affectif vécu dans la famille. Elle-même reproduit aussi. Oui. Exactement, voilà. Donc, et c'est pour ça qu'elle va se surmener et se surpasser pour arriver à un statut social, mais pas dans le sens réussite, réussite. Plutôt dans ça, oui. Accomplissement de soi. Voilà, accomplissement comme vous le dites. Raison pour laquelle, par exemple, elle ambitionne de se faire reporter au Moyen-Orient. Voilà, pour déconstruire la narrative impérialiste et donner justement la parole aux autochtones qui subissent toutes les déstabilisations qui ont cours là-bas. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Et autre volonté aussi de s'affirmer, de se faire un prénom, indépendamment du nom de son père, c'est qu'elle choisit le promoteur, on va dire, le plus, pour sa thèse de doctorat, elle choisit le promoteur le plus, on va dire, le plus compétent. Mais le dit promoteur a une dent contre... voilà. Il a une dent contre le père en question. Il a une dent contre une classe sociale qui, en quelque sorte, arrive qui a envahi même les universités à travers ses enfants et qui obtient, en quelque sorte, des privilèges. Oui, vous le mentionnez à travers l'exemple de Mourad. Exactement. Qui fait partie des excellents,
mais qui n'accède pas au doctorat parce que sa place a été prise par un anti sur la Voilà. base du passe-droit. Voilà, et donc ce professeur, mais même si Doulia lui semble posséder les qualités et des facultés supérieures à la moyenne, etc., et qu'il est tenté de la retenir, il la traite avec mépris. Et elle le dit elle-même, c'est lui en quelque sorte qui l'a poussé qui l'anéantit à chaque confrontation avec lui, parce qu'elle rencontre son mépris au lieu d'un débat intellectuel d'égal à égal. Voilà. Et donc, cette conjugaison, cette triade du père, colérique, oppressif, despotique, même s'il n'est pas physiquement violent, du violeur qui cohabite avec elle, et du promoteur hargneux et sarcastique. Cette triade-là va finir par la mener petit à petit vers la névrose et vers la folie. C'est là où vraiment on va découvrir un petit peu ses confidences et comment elle décrit cela. Mais avant d'explorer cela plus avant, je me tourne vers notre autre invitée, Madame Boussalem. Donc avant que Issam, nous avons laissé Issam sur le point de servir sous le drapeau. Oui. Mais avant cela, j'ai trouvé cette dimension très intéressante, c'est que lui et Fedwa ont découvert ensemble un roman. Exactement. Alors, dites-nous en plus, oui. Bon, la dimension que je voulais toucher, c'est leur histoire à eux. Leur histoire qui, voilà, de se trouver et de se rassembler. Et bon, après des événements qui vont faire que les choses ne se passent pas comme on les prévient. Elles auraient dû, oui. Voilà, comme on les prévient. Donc, c'est au début du roman, voilà, elle est assise avec sa copine, avec Anissa, sa copine, voilà, près du phare, Bengut. Et elle trouve un demi-roman, voilà, comme j'ai appelé un demi-roman. Un manuscrit, on va dire. Voilà, un manuscrit. Incomplet. Voilà, incomplet, et qui est curieuse de trouver ou de savoir qui est l'écrivain et elle est où l'autre moitié. Oui, d'ailleurs, ça m'a frappé que des habitants de Dellis trouvent justement une histoire de pêcheur, et ça m'a d'ailleurs aussi rappelé Tahar Uttar, l'histoire de Ali, le pêcheur et le palais. J'ai trouvé cette dimension-là très intéressante. Voilà. Et elle va montrer le roman à Issam. Elle va montrer le roman à Issam et en quelque sorte, il nie qu'il connaît l'histoire, ou plutôt qu'il connaît qu'il a déjà l'autre moitié qui est avec lui. Et après, il lui avoue que l'autre moitié, il la garde lui aussi, qu'il l'a trouvée, qu'il était curieux, aussi curieux qu'elle. Et donc voilà, c'est pas une métaphore, mais en quelque sorte, c'est leur histoire à eux. Oui, voilà. Oui, mais à laquelle il manque une fin. Voilà, il manque une fin, et c'est elle qui rajoute un dernier chapitre. Mais pas avant d'avoir enquêté pour retrouver le fameux auteur, oui. Voilà, l'écrivain, et voilà. Malheureusement, elle a trouvé le cousin de l'écrivain, Younes. Oui, elle va faire une véritable recherche, une enquête. Plutôt, Rahim, c'est le cousin. Rahim, c'est le cousin, Younes, c'est l'auteur, oui. L'écrivain, c'est l'auteur qui est Younes, voilà, et qui a essayé de publier son roman, mais toutes les maisons d'édition ont refusé la publication du roman. Donc, il en avait marre. Il en avait marre d'essayer en vain. Donc, il a décidé de prendre le large. Oui, littéralement, oui. Voilà. C'est-à-dire de tenter l'immigration clandestine. C'est ça. Mais il a échoué. Littéralement aussi. Voilà. Puisqu'il va mourir en mer. Il va mourir. Et voilà. Elle découvre enfin qui est l'écrivain, mais elle découvre qui est l'écrivain avant de découvrir l'autre moitié, qui est chez Issam, justement.
Et elle rajoute le dernier chapitre et elle l'intitule, plutôt le dernier chapitre, c'est elle qui elle rajoute de la justice comme j'avais mentionné. Voilà, oui, elle va ajouter encore une autre dimension voilà, allégorique exactement. à ce roman qui Voilà. est déjà lui-même très allégorique. Elle n'a rien touché des chapitres précédents, mais elle a osé toucher et rajouter plutôt de la justice à la fin. Et aussi de l'intituler. De l'intituler. Ouais. Voilà, et elle l'a intitulé Maman, j'ai péché. Voilà, mais avec un accent aigu et pas avec un accent circonflexe. Voilà, oui. c'est un jeu de mots. Oui. Voilà, Maman, j'ai péché. Voilà, en ce qui concerne... voilà, et elle va faire en sorte de l'éditer. De l'éditer, voilà. Au nom de l'auteur. De l'auteur, exactement. Voilà, voilà, et de verser... Et les gains sont pour une association caritative. Caritative, oui. Et on va voir comment la distance va un petit peu embrouiller les choses. Mais avant cela, on va faire une toute petite pause, puisque c'est le moment, comme d'habitude, de notre rubrique Mohamed Dib, qui fête le centenaire de notre grand écrivain. Donc, pour notre rubrique Ombre gardienne, je vous donne rendez-vous tout de suite après le jingle. Ce soir, nous allons redécouvrir ensemble un extrait d'un roman protéiforme, comme il est de coutume avec Mohamed Dib, puisqu'il s'agit de Comme un bruit d'abeille. Je vous laisse découvrir avec la lecture de votre humble serviteur. Ce silence qui le réveilla, un silence inhumain. La minute d'après, gisant sur le dos, Abd repère des pieds dans le sommeil. Il l'ignorait, mais, tout ouïe, à l'écoute, il se sentait partir. Il revint à lui, croisa les mains sous sa tête. Il écouta, les yeux ouverts dans l'obscurité. Il écouta. Puis il oublia d'écouter, les yeux ouverts. Les premières lueurs de l'aube s'insinuaient sous la porte, troublaient le noir de pois, finissaient par s'y diluer. Abd n'entendait que la respiration tranquille de sa femme à son côté et au-delà de ses deux enfants. Tous les quatre alignés à même le sol sur une litière de nattes et de matelas, aussi dure qu'une galette d'orge, la mère tournée vers les petits. Ils dormaient, immergés dans une voluptueuse brume de tiédeur. Que ne parvint aucun son de toute l'oasis, cela pouvait se comprendre, il était encore tôt. Abd s'étonnait pourtant. Et sa vigilance, il la prodigua dans le vide. Il écouta comment quitterait son pays pour s'exiler en pays étranger. Il se vit debout même, il se vit aller à la porte, se vit l'ouvrir, se vit laisser l'éclat du matin fondre la chambre à la hache, tandis que Mehdiya et les deux garçons se retournaient en soupirant. Et Abd s'en doutait, les garçons enfouis, eux, des pieds à la tête sous les couvertures. Songe d'un homme allongé dans les ténèbres, les yeux ouverts, le temps qu'un fétu de paille brûla. Tout ce temps, Abd y avait cru. Comme un bruit d'abeille, réédité par les éditions Hibr, et donc disponible en Algérie. Donc je me tourne vers vous, Madame Boussalen. Nous arrivons un petit peu à la fin de votre roman, même s'il y a beaucoup d'aspects que nous n'avons pas évoqués, évidemment. Donc loin des yeux, non pas loin du cœur, mais peut-être loin de la confiance. Voilà, exactement. Avec un brin de doute. Pas qu'un brin d'ailleurs, oui, puisque Aïssam va devenir un petit peu paranoïaque. Lui aussi va un petit peu tomber dans la névrose. Il va commencer à fliquer Fedwa, littéralement. Hein, exactement. Puisqu'il lui envoie des photos qu'il reçoit et en lui demandant des comptes. Qui est un tel, qui est un tel. On ne va pas révéler un petit peu l'intrigue qui fait que les malentendus vont s'accumuler. Oui. Mais Fedwa va couper court en une femme de tête. Exactement. Voilà, elle va finalement l'envoyer balader. Mais à la fin de son service, Aïssam revient suppliant. Voilà. Au point qu'il n'est plus qu'une ombre de lui-même. C'est ce qui fait que la mère de Fedwa va le baptiser le clochard. Voilà, exactement. Et Fedwa va finir finalement par lui pardonner. Lui pardonner, voilà. J'aurais cru à ce moment-là que tout est bien qui finit bien et que j'étais face à un roman à l'eau de rose. Mais c'est à ce moment-là que vous profitez de l'histoire pour révéler encore une pratique archaïque, peut-être de plus en plus, qui s'efface de plus en plus, exactement, mais qui perdure quand même, puisque lors de la nuit de noces, voilà, le couple va avoir des problèmes, exactement, dû à de vieilles pratiques d'ailleurs rituelles
que la grand-mère à moitié Amnésie, ravagée par voilà. l'Alzheimer avait oublié de mentionner, mais heureusement dans un éclair de lucidité. Elle avait retrouvé sa mémoire. Voilà, et donc elle va expliquer un peu Pourquoi elle avait fait ça. voilà, et comment défaire ce qu'elle avait fait. Exactement. Mais entre-temps, le doute, encore une fois, s'était insinué dans l'esprit de Issam. Et c'était sa dernière chance, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, le lendemain de la nuit de noces, Fedoua, Voilà. Le lendemain de la nuit de noces, de la deuxième nuit de noces, oui. de la première nuit de noces, Oui. voilà, elle lui a proposé d'aller chez le gynécologue. Voilà. Donc voilà, et il a accepté. Il a accepté parce que c'est la seule manière de... Prouver que le problème n'est pas chez elle. Exactement, Oui. voilà. Donc une fois chez le gynécologue, elle lui avait prouvé que elle n'avait aucun problème, elle était toujours vierge. Et c'est là qu'il voilà, il avait cherché à récupérer sa confiance, qui avait été perdue maintes fois, mais qui lui a donné des deuxièmes chances, des deuxièmes chances à chaque fois. Donc c'est là qu'elle a Définitivement rompu les amarres. exactement, Ouais. elle a rompu les amarres et elle n'a pas pu, pardonner cette méfiance, cette grande méfiance, Oui, au point de l'honneur, voilà, Oui, exactement. voilà. Il lui a touché son honneur, mais Au point de la confier à l'expertise d'un étranger juste pour... exactement. Voilà. Donc, mais Étrange conception de l'honneur. voilà, très étrange, justement, mais qui lui a donné une autre, bon, pas une autre chance, mais parce qu'elle l'aime. Oui, donc Parce l'occasion un qu'elle- petit peu de restaurer, de prouver sa Voilà, virilité. elle Oui. lui a donné une deuxième nuit, mais c'était dans sa tête, c'était prévu que c'était la dernière d'ailleurs, Voilà. nuit pour lui, et il était heureux parce qu'il voilà, il a Pensait retrouvé que tout- il a retrouvé sa femme, il a retrouvé son honneur, il a retrouvé sa vie en main, voilà. Mais c'était la fin, voilà. Et il croyait que c'était le début de leur vie, mais pour Fedwa, c'était la fin. Oui, Voilà. parce qu'à ce moment-là, disons qu'elle découvre un petit peu elle découvre un peu cette dualité qu'il y a chez Issam, hein, ce côté tendre, affectueux, etc., mais qui Voilà. disparaît tout de suite derrière. À Voilà. cause des doutes. Voilà. À cause des doutes. Et elle a cette métaphore où elle dit à force de changer de masque, Voilà, à chaque fois que ton ne masque reste tombait, ni le masque ni voilà, le visage. Maintenant, voilà, à chaque fois que ton masque tombait, je te le remettais comme si de rien n'était. Mais à un moment, même le masque ne s'accrochait plus à ton visage. Donc, Voilà. je ne te veux ni avec ni sans masque. Voilà, si je ne me trompe pas de la citation. Voilà, exactement. Voilà. Elle refuse catégoriquement de continuer avec lui. Et puisqu'on parle de masque, justement, cette fin va finir un petit peu en tragédie grecque, mais pour le plaisir du lecteur, D'accord, on va en laisser, rester là. ouais, On va en d'accord. rester là. Voilà. Je me tourne vers vous, Madame Douibi. Donc, on avait dit que ce triptyque, hein, ce trio de despotes, chacun à sa manière, va conduire petit à petit Dunia vers la folie, vers la schizophrénie. Elle entend des voix. Et là, vous rendez magnifiquement cette escalade, en quelque sorte, dans la névrose jusqu'à la psychose, justement. Oui, oui, notre personnage va aller crescendo dans sa folie, en quelque sorte. Elle est obsédée, elle commence par être obsédée par des voix, mais ces voix se transforment ensuite en hallucinations et ça va finir par, en quelque sorte, les personnes qui l'omnibulent le plus, comme son père, son prof, vont hanter ses nuits Ouais, et vont la l'assaillir. sermonner toutes les nuits, quoi. Et c'est là que la situation devient insupportable pour le personnage et elle finit bien sûr par faire son dernier hirak un vendredi et mettre du moment. Si vous permettez, je vais lire un petit passage Avec plaisir. qui résume à peu près ce qui va se passer, quoi, les raisons. Oui, avec plaisir. J'ai mis un marqueur normalement. Donc, effectivement, la fin du roman coïncide un petit peu avec la période du début de la mobilisation populaire. Voilà, quand je parle de son suicide, je parle de son suicide, malheureusement. À qui la faute peut-on dire que les efforts titanesques de Dunia l'avaient affranchi des contraintes sociales et lui avaient permis de s'épanouir?
Le front de la résistance aux inégalités sociales est le plus confronté aux problèmes. Les femmes qui veulent s'affirmer sont soumises à une pression énorme des réfractaires au changement. Dans leur famille et à l'extérieur, elles sont remises en question et enjointes de rentrer dans les rangs. Dounia a vécu ces situations. Avec bravoure, elle a affronté les obstacles, a surmonté des malheurs, mais n'a pas pu vaincre ses démons. Pardon. Malheureusement, à qui la faute? Personne n'est à absoudre dans son milieu. Ses parents ont créé ses premières frustrations. Son cousin a sapé son identité de femme. La société a marqué, offert ses idées émancipatrices. Même son professeur, qui l'a accablé d'un thème compliqué, est responsable de sa déroute intellectuelle. Elle a peiné à ouvrir ne serait-ce à fournir ne serait-ce qu'un plan à un thème compliqué qui dépassait ses capacités amoindries par la maladie. Personne n'est coupable aussi, car l'entêté a tenu à s'affirmer dans sa différence, au lieu de s'adapter à la réalité ambiante. Ce fardeau insoutenable l'a poussé dans ses derniers retranchements, et ses voix ou démons l'ont mené à la folie. Comme elle n'a pas pu donner le sens qu'elle voulait à sa vie, elle s'est donné la mort. Croyez-moi, la mort est une libération pour ces êtres indomptables. Laissons Dounia reposer en paix. Arrêtons de nous poser des questions sordides auxquelles on n'a pas de réponse et qui ne la ressusciteront sûrement pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire à Assia et Djamel en toute sincérité, c'est-à-dire à ses parents. Et donc c'est la thérapeute, voilà, la thérapeute exactement. Donc voilà, je pense que à travers ce roman, j'ai cherché à parler des femmes, des filles et des femmes lettrées qui ont quand même fait des études et qui ne demandent qu'à s'épanouir, qui veulent aussi être un peu libres dans leur vie. Oui, c'est un petit peu, exactement. C'est ce que dit le père de Jamel. Il lui dit au sujet de sa femme, de sa femme. Avant Dounia, déjà, il voulait empêcher sa femme de travailler. Il lui dit, écoute, tu n'as pas pris une post-graduante pour la cloîtrer à la maison. Exactement. Si tu as choisi sur la base du prestige un médecin, bah, tu assumes. Voilà, donc cette soif de liberté qu'elle n'a jamais pu assouvir, le besoin aussi d'aboutir, de réaliser tous ses rêves, l'ont menée en quelque sorte à la déroute. Et c'est une manière, ce roman est une manière pour moi de parler de toutes ces femmes intellectuelles ou universitaires et qui sont encore sous la domination de leur famille, de leur mari, de leurs frères, etc. Donc, et qui ont besoin quand même de s'affranchir de ça parce qu'elles sont responsables de leurs actes et en plus, elles ont assez de maturité pour quand même gérer leur personne comme elles veulent. Et on le voit tous les jours, et on le voit d'ailleurs ici même, puisque j'ai le plaisir de vous recevoir toutes les deux mesdames. Ce qui nous amène au mot de la fin. Votre superbe roman, comme je l'ai dit, se décline en 4 parties. Et est-ce que vous avez quelque chose en chantier, même s'il vient tout juste de paraître, janvier 2021? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres... Bah écoutez, je suis en train de réfléchir à un roman sur le pouvoir des femmes. J'ai envie, dans une fiction, de faire prendre le pouvoir aux femmes. D'accord. Et on va voir ce qui va en découler. Donc vous passez d'une figure un peu d'une vaincue, entre guillemets, même si elle s'est beaucoup battue. C'est une lutteuse, mais que les circonstances ont quelque part empêchée. Donc vous passez d'une vaincue à la figure d'un... Voilà, je pense que je vais exploiter cette idée qui va me permettre d'errer dans l'imaginaire, quoi. Et en quelque sorte, pourquoi pas donner un coup de pouce à la libération de la femme algérienne. Nous avons hâte de découvrir cela. C'est un beau programme en perspective. Madame Rabia Adwibi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Ce fut un immense plaisir. Je rappelle que votre roman s'intitule « Journal d'une jeune schizophrène », paru aux éditions ANEP tout récemment, et disponible dans toutes les bonnes librairies. Madame Bossalem, je me tourne vers vous. Sans gâcher l'intrigue, on va juste découvrir que, encore une fois, malgré tout, Fedwa, qui est aussi une battante, va décider de sourire, malgré toutes les circonstances. Voilà.
Toutefois, pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur, on va quand même épargner certains détails de l'intrigue, puisque c'est aussi un roman intrigue. Et je vous pose la même question. C'est votre premier roman, Mon amour décide de sourire, paru aux éditions Khayal en 2020. Et j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Non. Et donc, qu'est-ce que vous avez en chantier en ce moment? Maintenant, je suis en cours de traduire le roman en arabe. Magnifique. Voilà. Et avec la correction et la réécriture, parce que ça nécessite quand même... Ah oui. Ça, c'est peut-être, il faudra faire, ça serait le sujet d'une émission, sur cette question-là de l'édition. Oui. Voilà. Et, les aléas de l'édition. Et aussi, voilà, peut-être que je vais revenir au roman que j'avais déjà écrit en anglais, que je n'avais pas fini, et juste un brouillon. Donc, voilà, je vais essayer d'écrire en arabe, en français, en anglais. Après, on verra. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui s'essayent à la langue de Shakespeare et avec beaucoup de bonheur. Voilà. J'espère que nous aurons l'occasion d'en recevoir, y compris vous. Inch'Allah. Je rappelle que votre roman s'intitule Mon amour décide de sourire, paru aux éditions Khayal en 2020. Mariam Boussalem, merci beaucoup. Merci pour l'occasion. Ce fut un immense plaisir. Merci beaucoup. Rabia Adouidi, merci encore. Mais c'est moi qui vous remercie et d'avoir papoté sur le thème de la femme et son oppression. Écoutez, c'est un thème inépuisable et j'espère que nous aurons l'occasion de l'évoquer plus positivement la prochaine fois. Mais de toute façon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, mesdames. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Quant à vous, mes chers compatriotes, je vous dis aussi à très bientôt. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente fin de soirée. Au revoir.